Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de me permettre de présenter notre expérience marseillaise. D'avance, je m'excuse, je vais mettre à l'épreuve vos muscles cervicaux, donc torticolis s'abstenir. Mon propos sera vraiment la clinique, en insistant sur certaines petites particularités de notre petite série. Donc si on prend les dossiers du service depuis 2000, nous avons 10 patients diagnostiqués, 6 femmes et 3 hommes. Il y a une patiente décédée qui en réalité n'avait été vue dans le service que pour le diagnostic et dont on a appris rétrospectivement le décès, mais je ne peux pas on n'a pas eu de détails par rapport aux causes de ce décès. Nous avons 2 patientes totalement perdues de vue, 2 patientes non traitées, je vais vous expliquer pourquoi, et 4 patients traités par myosime depuis 2008. Et enfin, nous avons un patient qui a vu Monsieur Pouget. C'était un patient qui avait un tableau de déficit des ceintures, qui était perdu de vue, qui n'avait pas été vu dans le service depuis 7 ans, que Monsieur Pouget a revu, qu'il a inclus dans POPS et qui, en tout cas, a un test au papier buvard positif qui va être contrôlé au mois de décembre. Concernant, alors j'ai mis 2 patientes, en fait c'est 2 patients. Il y a une patiente qui a un cas très particulier que je vais vous détailler, et puis une patiente qu'on suit de loin en loin, qui vit en Corse et qui, pour l'instant, n'a pas voulu faire l'investissement de se traiter. Alors globalement, dans notre série, l'âge de début, c'est vrai que c'est ce qu'on peut voir dans ces formes de début tardif. L'âge de début moyen, c'est 42 ans, avec un écart entre 19 et 79 ans. On va en parler tout à l'heure. Le délai diagnostique moyen est de 8 ans et va entre 2 et 20 ans. Au niveau des manifestations initiales, c'est le déficit pelvien qui domine chez 4 patients. Il y a un déficit à la fois des ceintures pelviennes et scapulaires chez un patient. Il y a une patiente qui a débuté à la suite de sa première grossesse par une fatigue franchement inhabituelle et des myalgies, et une autre patiente qui a débuté ses premiers signes également par des myalgies. 2 patients ont été diagnostiqués suite à la découverte d'une hypercécaémie. Le premier patient était un jeune patient très sportif de 19 ans chez qui on a découvert une grande hypercécaémie qui à l'époque était asymptomatique mais qui a développé ensuite un déficit et qui est actuellement traité. Et le deuxième est une vieille dame dont je vais vous parler. Il y a 2 patients dans notre série qui ont été amenés à utiliser un fauteuil roulant manuel et une seule patiente a perdu la marche à la suite d'une fracture du membre inférieur. Alors, je commence par le cas particulier de Madame F, qui est une patiente née en 1928 et qui avait consulté dans le service parce qu'elle présentait des crampes périodiques nocturnes des cuisses et parfois des mains. Elle n'avait pas de myalgie, elle n'avait pas de faiblesse musculaire. Et puis, alors qu'elle était sous hypocholestérolémiant, on lui découvre une hypercécaémie à 739. On arrête ces hypercholestérolémiants et puis, malheureusement, les CK ne se normalisent pas et donc elle est adressée dans le service. C'est une dame qui est mère de 3 enfants, dont l'un est décédé, mais de cause accidentelle. Et cette dame, donc à l'examen, n'avait pas de déficit moteur, pas d'amyotrophie, elle avait une discrète syphose dorsale. Et à l'examen, il y avait une abolition des réflexes ostéotendineux aux membres inférieurs, avec une palesthésie abolie sur les malléoles et une sensibilité à la piqûre qui était normale. Donc globalement, quand même, un tableau pas très engageant chez cette dame qui était quand même âgée. Elle a eu un électromyogramme qui retrouve une neuropathie axonale chronique très modérée des membres inférieurs, avec des tracés en détection qui étaient normaux. Elle a eu une biopsie musculaire du deltoïde gauche, malgré tout, puisqu'il y avait une inquiétude par rapport à cette hypercécaémie persistante. Et là, dans le cas de cette patiente, c'est la biopsie musculaire qui, en montrant notamment une phosphatase acide positive dans un grand nombre de fibres, et ensuite dans le dosage de la maltase acide musculaire, qui était indétectable, on est abouti au diagnostic chez cette patiente qui est homozygote pour la mutation que je vous ai mis ici, qui est rapportée. Alors j'espère que les généticiens
ne me contrediront pas, mais qui est réputée pour être une mutation peu sévère. Donc ça, c'était en 2007. Alors on a annoncé ça à cette brave dame qui a dit que elle, c'était très bien, c'est ce qu'on lui a annoncé, mais que bon, elle tenait pas particulièrement à être suivie. Donc moi, j'appelle une fois par an son médecin traitant, donc depuis 2007. Elle est toujours en vie et elle a toujours aucun problème. Et donc évidemment, elle n'est pas traitée. Donc ça, c'était notre cas un peu particulier. Je vais commencer pour les autres patients de la série par vous montrer quelques vidéos. Voilà, donc un patient qui a pas franchement de troubles de la statique rachienne là, qui ne sont pas évidents et qui a surtout, lui, un grand déficit des adducteurs. Donc là, c'est une patiente qui a commencé vers l'âge de 30 ans. Vous voyez qu'il y a une marche très dandinante. Vous verrez aussi sur une photo qu'elle a une hyperlordose qui est très marquée. Et cette patiente utilise un fauteuil roulant manuel maintenant depuis l'âge de 45 ans. Et puis enfin, un jeune patient qui est le patient très sportif qui était... il faisait de la compétition de hockey sur gazon. Et c'est lui qu'on a diagnostiqué à 19 ans sur hypercécaémie. Donc lui, vous voyez également sa démarche dandinante et également une hyperlordose. Alors, si on prend l'atteinte musculaire dans notre cohorte, il y a 3 patients sur 8 qui ont une atteinte des membres inférieurs seuls et 5 patients sur 8 qui ont une atteinte des membres, de la ceinture scapulaire et pelvienne et des membres inférieurs, des membres supérieurs, et une patiente, bien sûr, qui n'a pas d'atteinte de ce côté-là. Le muscle le plus atteint chez nos patients de façon nette au niveau des membres, c'est l'adducteur des cuisses. Il y a une scapula lata chez 2 patients sur 9, une hypertrophie musculaire chez 4 patients sur 9, je vais vous montrer des photos tout à l'heure, un déficit des abdominaux qui, comme disait Madame Bourg, est dans notre série également extrêmement fréquent, 5 patients sur 9, une scoliose chez 1 patient, une hyperlordose très fréquente chez 4 patients sur 9 et un seul cas de ptosis unilatérale. Alors voilà, ça c'était un des éléments que dont je voulais vous parler, c'est que dans notre série, il y a quand même 3 patients. C'est le même patient, c'est un autre, qui ont une asymétrie de l'atteinte qui est extrêmement importante. Ce patient qui a une quarantaine d'années, lui a donc une scapula lata qui est très asymétrique et qui au début l'a fait passer pour une FSH, bien qu'il n'ait pas d'atteinte faciale. Ce patient-là a, lui, une amyotrophie et un déficit complet de ce deltoïde gauche, alors que le deltoïde droit est parfaitement bien préservé. Et apparemment, cette amyotrophie du moyen de l'épaule s'est faite de manière extrêmement rapide et donc est responsable en partie de cette anomalie de l'élévation des membres supérieurs qui est très asymétrique. Et puis il y a un autre patient également qui a une asymétrie au niveau de la ceinture scapulaire qui est très importante. Et puis il y avait cet autre élément, alors j'espère que peut-être dans la salle il y a d'autres collègues qui auront fait des constatations similaires, mais on a 4 patients qui se ressemblent beaucoup au niveau des cuisses. Ils ont une hypertrophie très très marquée, des vastes. Ce patient-là, pour lequel ça ne paraît pas très, très évident sur les photos, avait, au moment de son diagnostic, consulté avec l'aide de son médecin généraliste un chirurgien orthopédique parce qu'il se demandait si à sa cuisse gauche, il n'avait pas une boule tellement son muscle était hypertrophié. Donc ça avait même donné lieu à une consultation chirurgicale pour comprendre ce que c'était que cette hypertrophie musculaire. Et puis, il y a le patient de gauche, que vous avez vu tout à l'heure, qui a aussi une hypertrophie du biceps brachial qui est bilatérale et qui est très importante, alors que le triceps a une morphologie normale. Il y a un biceps brachial qui est très gros. Et pour rebondir sur ce que disait Madame Chabrol tout à l'heure, on a 4 patients sur 9 dans notre série qui ont une abolition des réflexes ostéotendineux rotuliens et achilléens.
Alors c'est vrai que pour Madame F, que je vous ai présentée tout à l'heure, on peut se dire que Madame F a une neuropathie axonale non déterminée, puisqu'on a fait un bilan étiologique chez cette patiente. Et en plus, elle a des troubles sensitifs. Donc on peut mettre cette abolition des réflexes sur ce compte-là. Pour le reste des patients, ça ne me paraît pas évident. Aucun des 3 autres patients n'a de troubles sensitifs objectifs. 2 patients ont eu un électromyogramme complet avec l'étude des vitesses de conduction motrices et sensitifs aux membres inférieurs qui sont normaux. En revanche, en détection, ces 2 patients avaient des tracés neurogènes. Et puis donc la dernière patiente que je vous ai mis là, donc c'est la patiente âgée qui a une hypercécaémie normale. Alors comment interpréter cette abolition des réflexes ostéotendineux? On va en rediscuter un petit peu tout à l'heure. Sur le plan de la ventilation, on a globalement dans notre série des patients qui paraissent assez peu sévères. 2 patients sont sous ventilation non invasive exclusivement nocturne, avec un âge de début à 51 et 58 ans, avec des capacités vitales stables sous traitement. Et un des effets véritablement nets qu'on a constaté sous enzymothérapie, c'est que une des patientes qui était ventilée et qui avait une orthopnée extrêmement importante est capable de maintenant rester sur le dos sans ventilation pendant un quart d'heure. Enfin, elle peut rester aussi longtemps qu'elle veut sur le dos, ça ne la gêne plus. Aucun patient n'a d'atteinte cardiaque. On a 2 patients qui sont suivis pour une hypertension artérielle, mais ils ont donc un électrocardiogramme et une échocardiographie qui sont réalisés dans le cadre du bilan qui avait été recommandé, et on n'a pas trouvé d'anomalie chez eux. Ouais, je voulais aborder les manifestations digestives. On a une patiente, donc, qui est la patiente ventilée, qui, elle, me dit qu'elle a, depuis l'âge de 30 ans, des douleurs abdominales intenses, récurrentes, qui lui arrivent plusieurs fois par mois, qui ne sont associées d'aucune perturbation du transit, une patiente qui n'est ni constipée, qui n'a pas de diarrhée, mais ces douleurs abdominales sont quand même très intenses. Alors elle a fini par s'y habituer, parce que maintenant cette dame a 60 ans. Il y a eu des bilans gastro-entérologiques itératifs qui ont été effectués chez elle. Elle a eu un bilan endoscopique, toutes sortes d'examens, qui n'ont jamais retrouvé d'étiologie organique à ces douleurs. Le traitement, l'enzymothérapie, n'a pas modifié ces douleurs. En revanche, il y a un autre patient, le patient qui a la scapula lata très, très asymétrique, qui lui avait des épisodes diarrhéiques qui duraient 1 à 2 jours par mois depuis 5 ans. Et 6 mois après la mise sous enzymothérapie, ces manifestations ont complètement disparu. Alors, lui, c'est parce qu'on l'a recherché à l'interrogatoire. Lui, ça n'avait pas donné lieu à d'investigations gastro-entérologiques particulières. C'est quand on a recherché ces manifestations digestives qui nous les a mentionnées. Et puis, je veux toujours parler donc de cette dame qui a ces douleurs abdominales non expliquées. Elle a aussi une histoire très particulière. Cette dame donc, avait un frère aîné qui avait un tableau très proche du sien, à part qu'à 40 ans, il est décédé suite à une infection pulmonaire avec détresse respiratoire. Donc lui avait probablement une maladie de pompe, mais elle, à l'époque, n'était pas diagnostiquée, et son frère n'a pas été diagnostiqué non plus. Et puis, quand on l'interroge, eh bien, son premier accouchement a été dystocique. Elle a été obligée d'avoir une anesthésie générale avec une expulsion au forceps du bébé. Ça s'est reproduit pour ses 3 autres accouchements, et surtout, elle a perdu 3 bébés à l'âge de 6 mois. Alors, cette dame a accouché dans les Alpes. Il n'y a pas eu d'autopsie des bébés, ni particulièrement de recherche de fait à l'époque. C'était dans les... donc elle a 60 ans, c'était il y a 25 à 30 ans de ça. Donc on ne sait pas ce qu'il en est de ces 3 fausses couches. Quand on a exploré les patients qui ont été inclus dans le registre pompe par des angio-IRM cérébrales, elles ont été normales chez tous nos patients. En revanche, là encore, quand on reprend les arbres généalogiques, eh bien, il y a ce patient-là qui a son frère aîné qui est décédé à 23 ans d'une rupture d'anévrisme, et ce patient-ci qui a son père qui est décédé à 56 ans d'une rupture d'anévrisme également.
Il y a eu, volontairement, je ne vous ai pas montré les courbes de l'évolution sous traitement parce que ça, beaucoup de collègues l'ont montré. J'ai des résultats qui sont très approchants. En revanche, on a eu un seul événement indésirable. Alors je mets entre guillemets parce que je ne sais absolument pas si ça a un rapport ou pas avec le traitement. Cette patiente a présenté à 4 reprises des douleurs violentes avec une VA qu'on a cotée à 8 qui sont apparues brutalement. Et ce qui était très curieux, c'est que c'était stéréotypé, c'est-à-dire que ces douleurs apparaissaient environ 1h30 après le début de la perfusion. Elles débutaient au niveau lombaire et puis après elles irradiaient en hémiceinture de façon bilatérale. Et puis ce qui moi m'inquiétait beaucoup, c'est qu'elles étaient précédées par une sensation de froid intense. Et globalement, ces épisodes duraient 15 à 30 minutes. Et ça lui arrivait 4 fois. Alors moi, je ne l'ai appris qu'au bout de la 3e fois, parce que cette dame avait peur qu'on arrête son traitement si jamais on apprenait qu'elle faisait ce type de problème, donc elle nous l'a caché. Et cette patiente est particulière, donc c'est la patiente qui a eu les épisodes de fausse couche, qui a les douleurs abdominales, et qui, elle, a un taux d'anticorps qui est supérieur à 100 000. Donc ce qui est quand même pas banal pour une forme adulte. Donc on en avait parlé à nos collègues allergologues, au laboratoire Genzyme. On avait pris le parti de ralentir le débit de perfusion, de prescrire des antihistaminiques. On l'a fait 2 fois. Et puis elle a eu une fois un nouvel épisode. Et ensuite, les manifestations ont complètement disparu. Maintenant, je suis revenue à un rythme de perfusion normal. Et je n'ai aucune explication à la genèse de ces manifestations. Et je ne sais absolument pas s'il y a un lien avec l'enzymothérapie. Donc globalement, pour reprendre un petit peu ces résultats, donc dans notre série, évidemment, la forme myopathique des ceintures progressives est prédominante, mais on a 2 patients qui ont débuté ou par une fatigue ou des myalgies inhabituelles. Et dans la série d'Agemans, il y avait 24% des patients qui débutaient par une fatigue et 17% par des crampes musculaires. La grande particularité, c'est quand même cette patiente qui est toujours asymptomatique à l'âge de 82 ans. Je retiens donc cette asymétrie. Je pense qu'il faut maintenant y penser devant un tableau asymétrique, que ça peut être probablement un élément d'orientation. Cette hypertrophie, notamment au niveau des vastes. Et alors cette abolition des réflexes ostéotendineux dont je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'effectivement ça témoigne d'une atteinte de la corne antérieure frustre? Dans la série des Allemands, de Müller-Welber en 2007, on avait donc une hypertrophie asymétrique de la cuisse qui était rapportée chez un patient. Et puis, dans la série de Winkel, il y avait des réflexes ostéotendineux diminués ou absents chez 17% des patients. De plus de 18 ans, parce que d'une manière globale, je crois que c'était autour de 16%. Et puis, dans notre série, on a quand même des signes d'atteinte musculaire lisse, donc avec un patient, en tout cas, qui présente une amélioration de ses troubles du transit, comme ça a été rapporté par Bernstein cette année. Cette patiente qui présente des douleurs abdominales et puis ces fausses couches, je me demande quand même si elle n'a pas finalement une atteinte du myomètre. Alors j'aimerais savoir s'il y a d'autres médecins qui ont eu une expérience identique avec une patiente. Bon, il y a ces antécédents familiaux de rupture d'anévrisme dont je ne sais pas si, en tout cas, celui dont le père est décédé de rupture d'anévrisme, je ne sais pas s'il faut le conserver ou si c'est simplement une simple coïncidence. Et puis je voulais terminer sur une note un peu amusante. Donc, nous, on a donc 4 patients traités qui viennent tous les 15 jours, donc ils viennent par binôme de 2. Et donc, c'est toujours les mêmes, qui sont toujours dans les mêmes chambres. Donc, on n'avait pas prévu ce qui allait arriver, mais donc on a créé 2 couples, un couple d'hommes, un couple mixte. Et puis, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il était très, très difficile de les dissocier. Ils s'échangent leurs angoisses, leurs espoirs. Parfois, ils veulent être vus absolument ensemble pour savoir ce qui se passe pour l'autre. Donc, on est amené à gérer une situation qui est à la fois très sympathique et parfois assez complexe. Voilà, je vous remercie.